Alors, notre école, l'ENSISA, est une école d'ingénieurs publics qui se situe à Mulhouse et sur le campus de l'université, sur le campus de Lilleberg. Et c'est une école qui est interne à l'université de Haute-Alsace. Euh, vous y voyez ici quelques images qui vous montrent nos bâtiments ainsi que quelques étudiants. Nous faisons partie du groupe INSA, nous sommes INSA partenaires et de ce fait, nous recrutons également des étudiants au niveau du bac dans le cadre du cycle post-bac. Cycle post-bac qui alimente les 5 spécialités de l'école, dont la spécialité génie industriel. Si vous êtes intéressé par ce cycle post-bac et par le passage en génie industriel, n'hésitez pas à me faire signe, on pourra en parler plus en détail. Les effectifs de notre école sont les suivants. Donc, ce sont les effectifs de cette année. Donc, en cycle préparatoire, première et deuxième année, c'est une 20 à 25 personnes. En première année de l'école niveau ingénieur, donc ça c'est du bac plus 3, 168, 169 en deuxième année et 195 en troisième année. Vous voyez qu'on a un pourcentage de filles qui est de l'ordre de 27%, donc un peu plus de 25%, ce qui est assez classique dans une école d'ingénieur. Ici, nous sommes plus particulièrement intéressés par la spécialité génie industriel, c'est-à-dire que cette spécialité forme des ingénieurs, mais par le biais de l'apprentissage. Vous voyez donc qu'on a 50 apprentis, c'est marqué à côté du petit chronomètre qui est à droite là, de la diapositive. Ces 50 apprentis sont répartis dans les 3 promotions de première, deuxième et troisième année. Si bien que vous voyez que ce sont des petites promotions, des promotions inférieures à 20 élèves. Il y a 18 places en fait pour rentrer en première année de la spécialité génie industriel. Donc l'ENSISA a 5 spécialités. Une seule est exclusivement par alternance, le génie industriel. Une deuxième vient d'ouvrir à l'alternance, mais seulement à partir de la deuxième année, c'est la spécialité informatique et réseau. Si vous voulez faire de l'apprentissage ou au moins de l'alternance, vous pouvez également dans les autres spécialités, mais seulement en troisième année. Ça se fait alors par le biais de contrats de professionnalisation. Revenons à la spécialité génie industriel et je ne vais pas rentrer dans les détails, ça va dépendre beaucoup de vos questions. Cette spécialité, elle se fait donc par apprentissage ou en formation continue, c'est-à-dire des gens qui sont déjà dans le monde industriel, pour ceux qui viennent par la formation continue et qui souhaitent obtenir un diplôme d'un niveau supérieur à celui qu'ils ont déjà. Sinon, par apprentissage, donc c'est bien une formation initiale, mais cette fois-ci sous statut d'apprenti. Là, vous rentrez à l'école en première année et vous avez 3 années de formation dans les domaines qui sont présentés ici, la performance industrielle, l'optimisation de l'outil de fabrication, le pilotage de la production, les méthodes, la qualité, la maintenance, la logistique, l'usine du futur, le lean management, etc. Je peux vous redonner quelques détails si vous avez des questions. Si on parle d'apprentissage, forcément, c'est qu'il y a des entreprises derrière, et derrière, nous avons de grandes entreprises qui sont en général dans la région Grand Est, et plus particulièrement dans le Haut-Rhin, dans le Bas-Rhin et dans le territoire, dans le territoire de Belfort, qui lui fait partie plutôt d'une autre région, mais bon, c'est quand même une très grande proximité. Vous en voyez quelques-unes ici que vous connaissez, Legrand, Peugeot, Clemcy, Alstom, la SNCF aussi avec ses technicentres, que ce soit sur Mulhouse ou sur Strasbourg. Vous avez également des entreprises que vous connaissez peut-être moins, telles que Gaggenau, Osram, Safran, Liber, Aguerre, Emerson, Plastic Omnium. En tout cas, ce sont des entreprises qui embauchent beaucoup nos apprentis. Cette année, les apprentis en 2020, avant la rentrée, ils ont, donc pour ceux qui sont rentrés au mois de septembre, ont trouvé une entreprise avant la fin du mois de juillet. La spécialité était pleine avant la fin du mois de juillet, ce qui était tout à fait exceptionnel. D'habitude, c'est plutôt à la fin du mois d'août. Mais là, cette année, il y a eu une espèce de précipitation pour recruter les apprentis. Les études d'ingénieur dans la spécialité par alternance, c'est une alternance de 2 semaines, 2 semaines.
sur les périodes de cours, hein, c'est-à-dire qu'il y a également des périodes où l'université est fermée, ce qui veut dire que ça représente en gros 35% en temps en entreprise, en école, pardon, et 65% en entreprise, plus exactement 33 et 67 si on veut rentrer dans les détails. Ça représente beaucoup, beaucoup d'heures de cours, puisqu'on a 1800 heures de cours sur 5 semestres académiques. Il faut savoir que les autres élèves ingénieurs en ont 2000, alors que eux sont là tout le temps. Donc ce ne sont pas des études faciles, ce sont des études qui demandent vraiment un fort investissement, tant dans le monde académique, à l'école, que dans le monde de l'entreprise, où vous allez avoir des missions qui très vite deviennent des missions intéressantes et importantes. Obligatoire aussi pour l'obtention de ce diplôme d'ingénieur, c'est un séjour à l'international, c'est une ouverture vers le monde international qui est au minimum de 4 semaines, encore maintenant. Pour vous donner un petit exemple, enfin pour vous donner le panel d'où se sont placés les diplômés en 2019, alors c'est général à l'école, hein, c'est pas particulier à la spécialité par alternance. Donc vous voyez qu'on a sorti en 2019 159 diplômés, 43 femmes et 116 hommes. Le temps moyen pour trouver un emploi était de 0,6 mois, c'est-à-dire pas beaucoup, inférieur à 1 mois. Et il y a un taux d'adéquation avec le niveau de la formation qui est de 90%. Le taux net d'emploi, j'ai oublié une ligne, à 6 mois est de presque 85%. Alors évidemment, avec la crise sanitaire, ces chiffres vont être revus à la baisse, mais c'est le cas de toutes les écoles d'ingénieurs. Nous espérons qu'ils reviendront très très rapidement à ces mêmes taux dès que tout ira mieux d'un point de vue sanitaire. Vous avez également la rémunération moyenne, donc pour l'ensemble de l'école, la spécialité par alternance se trouve tout à fait dans cette même fourchette. Et si on veut détailler un petit peu plus là où se placent les apprentis, beaucoup restent dans leur région, c'est-à-dire beaucoup restent dans le Grand Est, même s'il n'est pas exclu qu'ils aillent chercher un petit peu plus loin, à l'étranger, voire même, c'est pas rédhibitoire, quoi. Comment se passe l'admission en première année du cycle ingénieur en spécialité génie industriel? Vous avez besoin d'avoir un DUT, un BTS, une classe préparatoire ou une licence deuxième année ou troisième année qui a été faite sur des thèmes en lien avec la mécanique et les systèmes de production. Après, nous étudions tous les dossiers, donc on n'hésite pas aussi à faire venir des gens qui ont des dossiers un petit peu plus exotiques, mais qui nous montrent une motivation importante pour entrer dans la spécialité. En général, c'est payant. Après, ils auront peut-être un petit peu plus de mal au début, mais en général, il y a moyen de s'en sortir. Il y a 5 étapes dans notre recrutement. Un dépôt de dossier qui se fait en ligne sur le site de l'IT2I. Pourquoi le site de l'IT2I? L'IT2I est notre partenaire dans le cadre de cette formation et ce sont eux qui s'occupent du recrutement. Vous avez ici le lien qui vous permet d'aller sur leur site. J'ai aussi d'autres informations à vous donner concernant l'accès à ce site. Donc ça se fait, le dépôt du dossier doit se faire avant le 19 mars, c'est ça? C'est ça, Marie-Claude? C'est le 19 mars. Hein. Donc avant le 19 mars, ça doit se faire, c'est un dépôt en ligne. Ensuite, avec mon collègue Thomas, nous regardons tous les dossiers et nous en présélectionnons un certain nombre. C'est-à-dire que là, des gens qui n'ont pas des résultats suffisants, qui sont vraiment très très hors profil, qui n'ont pas de bagage scientifique du tout, ceux-là, on leur dit non, désolé, vous ne pourrez pas continuer le processus d'admission. Ensuite, il y a des tests d'admissibilité. Ces tests d'admissibilité se passent sur un samedi matin. Cette année, ils sont prévus pour le 24 avril. Mathématiques, physique, français, anglais. On espère que ces tests pourront se tenir en présentiel. L'année dernière, donc en 2020, pour la rentrée de septembre 2020, vous savez qu'à cette époque du mois d'avril, on était en plein confinement. Les tests d'admissibilité ont donc été remplacés par un examen approfondi des dossiers. Avec mon collègue Thomas, nous avons étudié en long, en large et en travers à peu près 150 dossiers.
Nous pensons ne rien avoir laissé passer. Nous avons classé l'ensemble des dossiers. Nous en avons retenu en gros, je crois, une soixantaine. Et ensuite, il y a eu un jury d'admissibilité qui a décidé de qui était sur liste principale, qui était sur liste secondaire. Ça a vraiment très bien fonctionné. Nous n'avons pas fait appel cette année à la liste secondaire. Nous nous sommes contentés des gens que nous avions mis sur la liste principale. C'est exceptionnel. D'habitude, avec le passage des tests, souvent on pioche aussi dans la liste secondaire. C'est pas terminé pour rentrer à l'école parce qu'après il faut trouver une entreprise. Et pour trouver cette entreprise, eh ben, nous vous aidons, l'IT2I vous aide. Et votre admission dans la spécialité génie industriel n'est effective que lorsque vous avez signé votre contrat d'apprentissage. Pour vous aider, l'IT2I organise un job dating. Celui-ci a eu lieu en 2020 en virtuel. Cette année, on ne sait pas. En général, le job dating a lieu aux alentours du 20 mai, entre le 15 et le 25 mai, je dirais. Il y avait largement assez de propositions de places en entreprise et tout s'est bien terminé puisque chaque personne, j'ai eu 18 personnes qui sont rentrées en première année, 17 plutôt, très exactement. Alors, sinon, l'autre solution pour rentrer dans la spécialité génie industriel, c'est le cycle post-bac qui est intégré à l'ENSISA. Naturellement, vous êtes admis, si vous avez validé vos 120 ECTS, vous êtes admis, et si possible une petite expérience professionnelle, vous êtes naturellement admis alors en génie industriel et vous rentrez dans le processus avec le job dating et tout ce qui va avec via donc l'IT2I. Sinon, l'école, c'est aussi beaucoup d'autres choses et vous n'êtes pas sans savoir que nous avons un bureau des élèves. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui est important avec beaucoup de clubs et associations. Il y a une vie et les apprentis en font partie et y participent volontairement. Pour plus d'informations sur l'ENSISA, eh ben, vous avez tous les réseaux sociaux, le site internet, tous les réseaux sociaux qui sont à votre disposition. Et moi, je suis à votre disposition et avec mes collègues, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Voilà. Florian, Merci, je te merci redonne la Evelyne. parole. Merci beaucoup, merci pour cette présentation. Et donc, comme vous a invité Evelyne à le faire, vous pouvez donc poser vos questions dans le chat. Donc, j'en ai déjà eu quelques-unes. Il y en a deux qui reprennent un petit peu ce que tu viens de finir. Il y en a une qui concerne du coup plus les admissions. Est-ce que vous sélectionnez plus de personnes qu'il y a de places et après ce sont les premiers qui ont une entreprise qui peuvent entrer à l'ENSISA? Et la deuxième question qui concerne un petit peu la même chose, c'est est-ce que l'école accompagne les étudiants dans leur recherche d'entreprise? Alors, pour répondre à la première question, nous avons effectivement testé cette année. Du fait qu'on n'avait pas de classement avec les notes, puisqu'il n'y avait pas de test d'admissibilité, nous avions présélectionné, je crois, une quarantaine de personnes. C'est ça, Thomas, il me semble. Hein. On avait retenu 40 dossiers sur les 150 qu'on avait eu, 150, 160. Hein. J'ai plus le chiffre exact. Sur les 150 dossiers, on va dire, on en avait retenu 40 et on leur a dit, voilà, les 18 premiers qui trouvent une entreprise, eh ben, qui ont signé leur contrat d'apprentissage, seront les 18 élus. Globalement, ça a très bien marché parce que ça a vraiment incité les gens à aller vers l'avant et à trouver une entreprise. Tous ceux qui n'ont pas trouvé sont ceux qui n'ont pas vraiment cherché parmi ces 40, ou alors c'est parce qu'ils étaient pris dans d'autres écoles. Mais globalement, il n'y a pas eu de personnes qui ont été déçues, puisque je vous dis, sur les 18 places, nous avons eu 17 personnes. Donc, c'est-à-dire qu'il restait encore une place. Et la deuxième question, c'était quoi? Rappelle-moi. Est-ce que l'école accompagne les étudiants dans leur recherche d'entreprise? Alors, ce n'est pas l'école qui accompagne les étudiants dans la recherche d'entreprise, même si vous pouvez nous contacter avec Thomas, on vous répond volontiers si on peut vous aider. Mais globalement, c'est plutôt l'IT2I
qui va vous aider à trouver votre entreprise. Par le biais du job dating, par le biais du site avec lequel on travaille pour le recrutement et qui vous donne toute une liste d'entreprises ainsi que des contacts. De même, les entreprises qui ont manifesté leur envie de recruter, qui ont présenté des postes pour l'apprentissage, vous contactent une fois que le jury d'admissibilité qui a lieu vers le 15 mai a eu lieu. Donc à ce moment-là, les entreprises ont accès à vos CV et vous avez accès au nom des entreprises via le site mis à disposition par l'IT2I. Parfait, merci beaucoup. Donc ensuite, une autre question de Clément dans le chat qui demande si c'est possible de suivre cette alternance si l'entreprise est dans le Doubs. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. L'entreprise doit être en France. Pour l'instant, nous n'avons jamais signé de contrat d'apprentissage avec des entreprises situées à l'étranger. Après, le Doubs, c'est juste à côté. D'ailleurs, je crois qu'on en a un qui est dans le Doubs actuellement. Thomas, il y a Justin, je crois, qui est dans le Doubs, il me semble. Non, ça ne te dit rien. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, oui, donc il n'y a pas de souci à partir du moment où vous n'êtes pas trop loin. J'ai eu un cas, j'ai quelques cas, tous les ans nous avons quelques cas d'entreprises un petit peu plus éloignées. On en a une actuellement qui est dans le côté du côté de la Moselle, vers Agondange. On en avait une vers Chalon-sur-Saône. Ça, c'est vraiment les entreprises les plus éloignées. Mais autrement, au niveau de souvent, c'est plutôt l'Alsace et on a beaucoup de gens qui sont dans le 67 et entre autres des entreprises qui, même si elles sont en Alsace, sont très éloignées, c'est-à-dire par exemple Reichshofen. Reichshofen, c'est tout au nord de l'Alsace et c'est vraiment pas la porte à côté. Donc, la distance n'est pas compliquée a priori. C'est possible. Donc dans le Doubs, oui, pas de problème. Au contraire. Ensuite, nous avons Léa qui se demande quelle note faut-il approximativement pour pouvoir rentrer dans la spécialité génie industriel. Alors ça dépend des notes en quoi. Nous, on regarde plusieurs choses. On regarde le niveau scientifique de base. C'est-à-dire que naturellement, on va aller regarder les notes de maths, les notes de physique que vous avez pu avoir, soit au niveau du bac, hein, on va regarder votre relevé de notes du bac, ou soit au fur et à mesure de votre scolarité, bac plus 1, bac plus 2, selon de là où vous venez. On va également aller regarder les notes d'anglais. Pourquoi on va aller regarder les notes d'anglais? C'est que pour avoir un diplôme d'ingénieur en France, il faut un niveau B2 en anglais. B2, ça veut dire 785 points au TOEIC. Alors après, pour l'instant, on prend comme référence le TOEIC, mais ça peut être une autre certification pourvu qu'elle soit dans notre règlement intérieur. Mais ça, vous le découvrirez quand vous serez à l'école. Et sinon, on regarde aussi le parcours scientifique et technique de l'étudiant. Et puis évidemment, s'il a toujours que des 3 en méca et en électronique, par exemple, on va peut-être se dire non, il n'est pas fait pour nous, quoi, hein. Thomas, si tu veux rajouter par rapport à l'examen des dossiers, si tu as des choses auxquelles tu penses et auxquelles je ne pense pas. Non, il faut bien voir qu'on a la chance de faire ça très tranquillement. Donc les dossiers qui nous sont envoyés, on les étudie en long, en large, en travers avec Evelyne. Donc il ne faut pas que ce soit spécialement un frein pour vous si vous sentez que vous avez envie de déposer votre dossier, si ça correspond à votre projet professionnel, si ça est en accord avec ce que vous avez déjà fait. On étudiera votre dossier et on essaiera à chaque fois de regarder ce qui est le plus intéressant au regard de la formation que vous demandez. On ne va pas tout de suite mettre de côté les dossiers juste pour des histoires de notes. Après, comme l'a dit Evelyne, c'est sûr que si le niveau scientifique est très bas, on va avoir un petit peu de mal à vous classer dans le haut du paquet. Mais il ne faut pas hésiter à bien renseigner vos dossiers, faire en sorte qu'ils soient bien lisibles et que tous les documents y figurent, qu'on puisse vraiment bien les étudier. En tout cas, je voudrais rajouter une chose, c'est que nous, c'est pas les notes nous intéressent certes, mais ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est votre motivation. Comme je vous le disais, faire des études d'ingénieur par le biais de l'alternance, c'est compliqué. C'est pas compliqué parce que c'est d'un niveau scientifique trop élevé. Non, c'est pas ça. C'est compliqué parce que ça demande beaucoup de travail.
tant à l'école, parce qu'il y a en gros 36 heures de cours par semaine quand vous êtes à l'école, donc autant d'examens potentiels à la fin, hein, donc c'est quand même énorme. Et le but, nous, quand on vous fait rentrer à l'école, c'est qu'on veut vous faire réussir. Donc on met tout en œuvre avec Thomas, avec toute l'équipe pédagogique pour que vous puissiez être accompagné, pour que vous réussissiez. Donc ça, après, moi, je suis très en contact avec tous les enseignants qui me font remonter les problèmes très rapidement. Là, on est en pleine récapitulation de notes puisqu'on arrive en fin du premier semestre. Et ben, on regarde, ah ben oui, mais là, un tel a des difficultés. Comment est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Est-ce qu'on doit mettre en place une aide spécifique pour qu'ils réussissent? Mais pour ça, il faut que vous y mettiez de la bonne volonté. C'est-à-dire que nous, on veut bien vous aider, mais à condition que vous nous montriez que vous avez de la motivation et que vous travaillez. Donc un diplôme d'ingénieur, c'est vraiment ça, hein. C'est pas de la sanction, hein, c'est pas ça du tout. C'est au contraire, nous, on tient à ce que vous réussissiez quand vous rentrez à l'école. Très bien, merci beaucoup. On a une question de Clément qui se demande la matière la plus importante qu'il y a dans la formation. Et on a également une autre question qui tourne également autour des enseignements, qui est: est-ce que les enseignements sont adaptés aux cas rencontrés en entreprise? Alors, plusieurs choses dans ces deux questions. Les matières, elles sont diverses. Il y a tout un tronc commun, je dirais, toute une partie qui sont des sciences de l'ingénieur, donc d'éléments scientifiques dont on a besoin pour faire des sciences de l'ingénieur. Donc il y a forcément des maths, il y a forcément de la physique, il y a un peu d'informatique, il y a de l'électronique, il y a de l'électrotechnique, il y a de la mécanique. Vraiment en sciences de base, il y a de la physique appliquée. Et ça, c'est essentiellement réalisé en première année, parce que la première année a vraiment le but de mettre les gens face à des disciplines scientifiques pour qu'ils prennent l'habitude de raisonner. C'est la première année qui est la plus difficile à passer, parce que c'est là où on a le plus de sciences, de matière théorique. Ensuite, il y a toute une partie qui est plutôt dédiée à tout ce qui tourne autour des systèmes de production. Donc forcément, il y a de l'automatique, des automatismes plutôt. Il y a, à quoi je pense qu'il y a beaucoup de mécanique, hein, avec tout ce qui est conception assistée par ordinateur, mais aussi de la mécanique de base. Tout ce qui est procédé mécanique, tout ce qui est procédé de transformation, tout ce qui est fabrication, tout ce qui est industrialisation, tout ce qui est système asservi, tout ce qui est système numérique pour l'usine du futur. Tout ça, c'est vraiment des sciences de l'ingénieur techniques. Et puis ensuite, vous avez tout ce qui est transverse, hein, toutes les matières qui sont plus là dédiées génie industriel, comme la logistique, la maintenance, la qualité, la gestion de production. Il ne faut pas que je l'oublie, j'ai tendance à l'oublier. Donc ça, c'est important, la gestion de production, on en a vraiment besoin. La maintenance, la logistique, j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai oublié? La gestion de projet, l'optimisation de projets industriels. Et puis après, petite cerise sur le gâteau, il y a aussi un peu d'innovation, il y a un petit peu j'y vais par cœur, donc je vais peut-être en oublier. Est-ce que là, je pense que j'ai à peu près répondu à la première question. Florian, dis-moi, c'était bien ça la question? C'était: quelle est la matière la plus La matière, importante oui. dans la formation? Donc en fait, et puis il y a l'anglais, qui est une matière très importante aussi dans la formation. Donc en fait, il n'y a pas une matière importante, mais un ensemble de matières qui ont des buts très précis et qui répondent à une gradation dans l'apprentissage et dans l'acquisition des compétences qui est réfléchie, quoi. Voilà. Et ta deuxième question, c'était? Est-ce que les enseignements sont adaptés aux cas rencontrés en entreprise? Alors ça, c'est compliqué parce que nous ne cherchons pas à résoudre des problèmes de l'entreprise. Nous cherchons à former des jeunes pour qu'ils puissent répondre à des cas rencontrés dans l'entreprise. Donc il y a forcément des choses qui vont vous paraître inutiles parce que vous, dans votre entreprise, vous ne les rencontrerez pas. Par contre, elles vont être très utiles à votre voisin parce que lui va les rencontrer dans l'entreprise.
Donc globalement, la question est un peu, je ne peux ni répondre ni oui ni non à la question, puisque ça va vraiment dépendre de l'entreprise dans laquelle vous êtes, mais chacun y trouve son compte. Et s'il y a un cas à traiter pour une entreprise, à ce moment-là, on voit aussi avec l'équipe enseignante. Mais là, ça se fera dans le cadre d'un projet. Ça sort un petit peu du domaine de l'enseignement proprement parlé. Merci. On a Amandine si qui je peux, pardon. Oui, vas-y. Excuse-moi, Francis, si je peux juste compléter. Ce qu'il y a par contre dans la formation génie industriel, c'est l'intervention pour certains cours ou certaines parties de cours d'intervenants issus de l'industrie. Donc d'ingénieurs qui travaillent dans des entreprises normalement et qui viennent chez nous faire des vacations et un certain nombre de cours. Et ces gens, du coup, apportent une certaine vision de l'entreprise, de leur entreprise et de leurs problématiques. Donc ça peut quand même compléter le panel entre guillemets, de ce qui se passe dans les entreprises et que vous ne voyez pas forcément dans votre entreprise à vous. Maintenant, comme l'a dit Evelyne, il faut bien être conscient que la diversité des entreprises, même sur une promo de 18 étudiants, fait que vous n'allez pas tous rencontrer les mêmes problématiques. Il y a des gens qui travaillent dans l'agroalimentaire, il y a des gens qui travaillent dans la sûreté nucléaire. C'est compliqué après de traiter comme ça, de manière magistrale, un cas particulier. Mais sur ces cours un peu transverses, le fait de prendre des intervenants extérieurs vous permet à vous de, entre guillemets, plus facilement vous rapprocher des problématiques que vous rencontrez au jour le jour dans vos alternances entreprises. Alors, merci beaucoup. Thomas, c'était une précision vraiment importante et c'est vrai, c'est tout à fait comme ça. Du coup, nous avons donc Amandine qui se demande quel métier peut-on faire après la formation? Alors, quel métier on peut faire? Tous les métiers qui touchent au développement, à l'amélioration, à l'organisation, au pilotage de la production en milieu industriel. Tout ce qui touche à la gestion, à l'optimisation de l'outil de production, à l'amélioration continue. Tous les métiers qui participent à la logistique, à la qualité, à la maintenance, à l'intérieur, dans les services de l'entreprise, tout ce qui touche aussi à la gestion de projet, tout ce qui touche à l'industrialisation de nouveaux procédés. Donc, il y a plein de métiers au niveau des services méthodes, au niveau des services de maintenance, au niveau des services d'amélioration continue. Après, ça dépend vraiment des entreprises, comment elles sont structurées. Mais vraiment, voilà. Donc, en général, ce sont des ingénieurs de terrain qui vont aller à la rencontre de l'ensemble de la production de l'entreprise. Pareil, si je me permets de compléter, comme toute formation par alternance, on ne vous garantit pas du tout que vous serez embauché dans l'entreprise où vous faites votre alternance. Ça, c'est pas possible. Oui, Par ça, contre, c'est ça. ce qu'on sait, depuis que la spécialité existe, depuis que l'alternance se fait en GI chez nous, c'est qu'il y a des entreprises qui reviennent régulièrement pour prendre des apprentis et donc qui recherchent ce profil d'ingénieur génie industriel. Elles recherchent des gens qui sont directement opérationnels, qui sont en prise avec les outils de production, parce que c'est quand même ça, comparé à une formation plus classique. Vous avez passé quand même la moitié de vos 3 années sur l'outil de production au cœur de l'entreprise, et ça, c'est très recherché, surtout localement dans le Grand Est, par les entreprises. Donc il y a vraiment quand même une attente forte du monde de l'industrie dans le Grand Est, des partenaires avec lesquels on travaille pour les alternances, à rechercher ce type de profil. Et donc, Evelyne vous a montré tout à l'heure les entreprises dans lesquelles on prend des alternants. Ça peut être, encore une fois, chez Aguerre, ça peut être, on avait quoi, Endershauser, Emerson, des choses comme ça. Tout ça, c'est des entreprises qui recherchent des gens pour venir améliorer l'outil de production, gérer des projets de développement de l'entreprise. Alors, pour la petite anecdote, il y a une entreprise là dans la région, assez proche de Mulhouse, à 15 km. Je ne citerai pas volontairement cette entreprise parce que je ne sais pas si elle le souhaiterait. Mais en tout cas, tous les ans, elle nous prend un ou des apprentis. Et pour l'instant, il y en a déjà 4
qui ont été embauchés dans l'entreprise. C'est une entreprise où il y avait des cadres qui étaient relativement anciens, qui partaient à la retraite. Eh ben, ils ont remplacé leurs cadres par 4 ou 5 ingénieurs de la spécialité génie industriel. C'est énorme, hein, parce que cette spécialité n'existe que depuis, les premiers sont sortis en 2012, donc ça fait moins de 10 ans. Et là, cette année, on a encore, comme tous les ans, des apprentis dans cette entreprise. Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment intéressant, cette fidélité et puis ce cursus qui leur correspond tout à fait. Merci, Voilà. merci Evelyne pour cette réponse. Théo demande s'il faut réviser avant le concours. Alors oui, je vous invite à aller regarder sur le site de l'IT2I. Vous allez retrouver alors attendez, je vais vous partager, là je vous avais partagé un truc, je vais vous en partager un autre. Je vais vous partager le document écrit par l'IT2I pour déposer donc la candidature, ça arrive. Donc là, voilà comment candidater donc, à la spécialité. Donc là, vous avez le lien qui s'affiche. Hein, tout est disponible sur notre site ou sur leur site à eux. Et là, sur cette plateforme-là, une fois que vous êtes inscrit, donc on vous dit tout ce que vous devez faire. Vous avez le processus de recrutement qui est détaillé aussi. Et puis à la fin, vous avez un lien qui vous permet d'accéder aux annales des tests d'admissibilité des dernières années. Voilà, donc vous pouvez aller visualiser le type de questions. Alors en physique et en mathématiques, ce sont des QCM. Comme tout QCM, c'est une note positive si vous répondez bien, une note négative si vous répondez mal et une note de 0 si vous ne répondez pas à la question. Il n'y a toujours qu'une seule réponse à donner par question. Il y a en général 4 ou 5 propositions. Donc ça, c'est en maths et en physique. En anglais, c'est un mini TOEIC. Donc vous avez, je crois, une centaine de questions. C'est 100 questions du TOEIC, il me semble. Hein. Donc ce sont des questions d'anglais, vous verrez, c'est sur le site aussi. Et puis en français, c'est un texte à analyser avec à peu près comme ce qui est fait en BTS en fait, avec des questions ensuite et une analyse, une petite analyse à faire autour d'un thème, en général un thème assez actuel. Donc je vous laisse à l'écran le lien pour que vous ayez le temps de le capturer. Voilà. Alors, on va passer à la question suivante, qui est une question concernant l'allemand. Est-ce que c'est obligatoire et est-ce qu'on peut quand même rentrer à l'ENSISA si on n'a pas fait allemand avant? Alors nous, il n'y a pas d'allemand dans la spécialité génie industriel, c'est uniquement de l'anglais. Et il est impératif d'avoir fait de l'anglais parce que si on n'en a pas fait, on n'arrive jamais au niveau B2. Le niveau B2 est quand même assez difficile à obtenir. Hein. Ça devrait être normalement le niveau sortant du bac. Malheureusement, ça ne l'est pas. Et là, j'ai encore reçu aujourd'hui des résultats d'un TOEIC blanc. Il y en a qui sont loin et c'est suspensif pour l'obtention du diplôme. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ce niveau B2, vous ne pourrez pas avoir votre diplôme. Donc c'est inutile de vous faire perdre votre temps. Si vous n'avez jamais fait d'anglais, nous ne pourrons pas, au bout de 3 ans, à moins que vous soyez exceptionnellement bon en langue et que vous acquériez ces compétences en 3 ans, mais sinon c'est quasiment impossible. Donc nous ne prenons pas de gens qui n'ont jamais fait d'anglais. Par contre, l'allemand, non, c'est pas. On ne regarde pas ça. Donc si vous n'en avez pas fait, c'est pas grave. Par contre, si vous en faites, on est quand même dans une région frontalière, ça peut vous aider à trouver une entreprise et surtout, ça peut être demandé par l'entreprise. Donc, au niveau de l'Université de Mulhouse, nous, on vous met en lien avec le Learning Center qui vous propose des cours d'allemand. Mais ce n'est pas obligatoire dans la spécialité génie industriel pour le moment. Il n'y a pas de deuxième langue pour l'instant. C'est conseillé, mais ce n'est pas obligatoire. Alors ensuite, on a une question qui concerne les classements. Est-ce que notre classement par rapport à notre promotion compte pour être admis dans la spécialité, sachant que là, la personne précise qu'elle est en DUT?
Oui, bien sûr, on va regarder, on regarde le dossier en absolu, mais on va quand même regarder le classement. Par contre, on sait très bien que le classement, si toute la classe est géniale, eh ben, vous êtes 25e sur 30, vous restez quand même quelqu'un de très bien. Donc, on va aller regarder on va de toute façon regarder les résultats. Par contre, on sait aussi qu'il peut y avoir une classe plutôt faible, hein, et du coup, si vous êtes 5e avec des notes pas très bonnes, ben, ça le fera pas, quoi, hein. Ouais. Donc, c'est vraiment, on regarde un petit peu les deux, on épluche en fait les dossiers, hein. On les épluche vraiment. Donc c'est un des critères, mais c'est pas le critère essentiel. Je me permets du coup d'insister à nouveau. Le plus important, si vous déposez un dossier, c'est d'avoir un dossier qui se tient, qui est bien fait, qui est fait avec soin et avec attention. On est d'accord que vous n'allez pas pouvoir changer tout ce que vous avez fait ces 3 dernières années et c'est pas ce qu'on vous demande, hein. Mais il faut pas hésiter à déposer un dossier si vous sentez que ça vous fait envie, mais il faut vous donner les moyens. C'est-à-dire il faut un dossier clair où on comprend bien encore une fois où sont les différents documents, où sont vos résultats, que nous on puisse rapidement statuer sur la qualité de votre dossier. Après, comme l'a dit Evelyne, la qualité absolue, ça va être très compliqué. Vous imaginez bien qu'on reçoit des candidatures d'établissements très différents, de formations très différentes. On ne peut pas, dans l'absolu, classer ces dossiers. Donc, il ne faut pas partir défaitiste, loin de là. Il faut surtout préparer un bon dossier, bien motivé et très bien rédigé. C'est vraiment le plus important et le seul conseil qu'on peut vous donner. Merci Thomas pour cet ajout d'informations. J'ai une dernière question qui a été posée dans le chat qui est: au vu des matières proposées et vues dans votre brochure, ce cursus permettrait-il d'intégrer une formation en design automobile pour lesquelles existent essentiellement des écoles privées en Europe? C'est-à-dire après l'école d'ingénieur? C'est ce que veut Alors, dire, c'est pas vous donner précisé, des donc précisions? si la personne peut Très me... honnêtement, je n'ai jamais. Je sais qu'on peut faire de la poursuite d'études, hein, à la sortie de la spécialité génie industriel, puisqu'il y en a qui vont faire des masters comment dire, à l'école de management de Strasbourg, hein. Mais là, on a aussi un jeune qui aimerait faire un doctorat à la suite de l'école. Bon, là, ça, c'est assez nouveau. On ne sait pas si ça va être possible. Maintenant, pour répondre pour cette école en particulier, je ne sais pas du tout. Je ne voudrais pas dire de bêtises, donc je préfère ne pas donner de faux espoirs. Il vaudrait mieux se renseigner au niveau de l'école que souhaite intégrer cette personne-là pour qu'on puisse lui dire quel est le format de diplôme qu'il lui faut et quelles sont les compétences qu'il aurait fallu acquérir pour rentrer dans cette école. Parce que là, franchement, je ne sais pas. Alors j'ai une dernière question du coup qui est: qu'est-ce qui est demandé dans le dossier? Alors, dans le dossier, là, vous voyez, j'ai partagé mon écran. Donc, les pièces qui sont à déposer obligatoirement lors de l'inscription, c'est un CV qui détaille votre expérience professionnelle, une lettre de motivation qui détaille votre motivation pour cette formation, un relevé de notes du baccalauréat, pas le diplôme, hein, le relevé de notes, c'est ce que je vous disais avant. Moi, j'aime bien savoir combien vous avez eu en maths à votre bac, hein. Et ensuite, les relevés scolaires ou le relevé de notes des années post-bac, c'est-à-dire pour les premières et deuxième années, le semestre 1 et le semestre 2 pour la première année, et évidemment, comme le semestre 4 n'est pas fini, juste le semestre 3 de la deuxième année, plus toute autre pièce que vous jugerez utile, qui peut nous donner envie de vous prendre. Alors, vous voyez que les frais de dossier sont de 25 €. Ça, c'est pas très élevé, hein, c'est très très raisonnable. Donc ensuite, il y a des pièces facultatives qui peuvent être déposées pour l'inscription. Un bulletin scolaire donc de la deuxième année post-bac si vous l'avez, ça c'est pas évident. Les relevés de notes du diplôme bac+2, éventuellement du bac+3, ça dépend où vous en êtes. C'est-à-dire que si vous avez déjà votre bac+2 depuis 1 an, bah, vous nous les donnez, vos résultats bac+2, vous les aurez. Sinon, bah, nous, on fait juste avec les relevés de notes qu'on a. Et puis, si vous êtes en bac+3, les relevés de notes, de votre bac+3, si vous êtes par exemple en licence ou en L3, quelle que soit la L3 dans laquelle vous êtes.
On aime bien également avoir un avis de poursuite d'études pour nous faire une idée de comment vous vous situez dans votre promotion. Et puis si quelqu'un veut bien vous donner comment dire, un petit coup de main, un petit coup de pouce, comment vous êtes pressenti pour faire la poursuite d'études par les enseignants qui vous ont suivi jusque-là. Ensuite, tout certificat de niveau en langue que vous estimez intéressant, vous envoyez la liste ici. Et puis, si vous avez déjà une entreprise, la lettre d'engagement de l'entreprise. Certains arrivent déjà avec une entreprise. Et sinon, voilà, pour les personnes qui sont concernées, une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé aussi. Voilà. Et voilà ce qui peut être utile pour nous, mais le plus important, ce sont les pièces à déposer obligatoirement sur le site lors de l'inscription. Comme vous le précisez Thomas, plus les documents que vous allez nous donner sont lisibles ou nous donnent envie d'étudier votre dossier et nous incitent à vous présélectionner, voire vous sélectionner. Si vous pensez que ces documents peuvent être intéressants, n'hésitez pas à les mettre sur le site. Je crois que vous pouvez en mettre une grande quantité. Donc, tout dossier incomplet, de toute façon, ne donne pas envie. C'est-à-dire que là, c'est pas un bon message que vous passez si vous complétez pas votre dossier ou s'il est très limité, quoi. C'est important l'image que vous renvoyez avec votre dossier. Merci beaucoup. Donc, j'ai une dernière question de Théo qui se demande au niveau du concours, combien sont pris parmi la totalité des participants? Alors, j'y ai répondu indirectement tout à l'heure. Donc, on a en gros 150 à 160 dossiers qui arrivent et nous en prenons en gros une quarantaine pour remplir la promotion à 18. Parce que y en a qui postulent bien sûr à plusieurs écoles, hein, et ça, je vous invite à le faire. Hein. Et donc, après, ça se distribue entre les différentes spécialités des différentes écoles, dans le Grand Est ou ailleurs. Très bien, merci pour cette réponse. Et c'était donc la dernière question que nous avions dans le chat. Donc je vous propose de conclure cette visioconférence. Je peux juste encore peut-être avant encore 5 minutes, Bien sûr. Florian, juste je vois, j'ai un autre petit document sous les yeux là. Simplement préciser qu'il ne faut pas oublier que l'apprentissage, c'est aussi un contrat de travail et que ce contrat de travail a une durée de 3 ans et qu'un apprenti a des obligations de salarié. Donc ça, ça change énormément la vision des choses par rapport à un étudiant. C'est-à-dire que la présence au cours est obligatoire et nous rendons compte de la présence des apprentis à leurs entreprises tous les mois par une feuille d'attestation de présence qui est éditée par l'école tous les mois. Donc il y a un contrôle de présence, un contrôle d'assiduité. Ça, c'est aussi des choses que connaissent assez mal les étudiants qui ne sont pas en apprentissage. Donc, il y a des obligations par rapport à l'entreprise dans laquelle vous êtes salarié et par laquelle vous êtes payé. Nous n'avons pas eu de questions concernant les rémunérations. Les rémunérations sont un pourcentage du SMIC et dépendent à la fois du niveau d'études et de l'âge que vous avez. N'hésitez pas à aller vérifier sur Internet les niveaux de rémunération. De plus, certaines entreprises ajoutent une participation, si bien qu'on peut arriver à des salaires qui sont quand même déjà relativement intéressants. Et c'est ce qui peut aussi motiver de faire des études par apprentissage. Voilà, c'était tout ce que je voulais ajouter. Et c'était une très belle conclusion, je trouve, une très bonne conclusion de motivation en tout cas. Donc merci beaucoup en tout cas Evelyne pour ce discours et merci également à Thomas, Marie-Claude et Laurent de nous avoir accompagnés sur cette Merci. présentation. Merci aux participants d'avoir posé leurs questions.